notre ami et collègue Magaye Kassé et notre ami et collègue Ousseynou Kane, mais j'imagine qu'ils vont nous rejoindre dans les 5 minutes qui viennent. Certainement remercier le professeur Abdoulaye Eliman Kane, parce que là où je l'ai vu hier, au King Fahd, avec cette cérémonie importante autour de Aline Diop et du Concile du Vatican, je me disais qu'il n'allait pas pouvoir s'arracher, mais il s'est arraché quand même. Grand merci beaucoup. Je voudrais distinguer tous nos illustres visiteurs aujourd'hui. Mais alors, le Wolof a raison, Koulim Djoum. Alors, si je me mets dans ce lim-là, je vais me tromper. Permettez-moi tout simplement de reconnaître une présence très nouvelle, non seulement au WARC, mais au Sénégal. Nous avons, et nous voudrions l'inviter à venir devant, nous avons la présence de son Excellence, M. Paul Hirschhorn, qui est l'actuel ambassadeur d'Israël auprès de la République du Sénégal. Excellence, venez vous mettre devant, s'il vous plaît. Nous avons le professeur Magaye Kassé qui est là. Voilà, donc nous allons commencer. Oui. Désolé, hein? Voilà, vous me permettrez de faire le protocole. D'abord, vous souhaitez la bienvenue. Oui. Vous souhaitez la bienvenue et vous remerciez infiniment parce que vous êtes venu à l'heure. Grand Landing, vous qui travaillez sur le terrain, peut-être quelque part ça veut dire quelque chose. Au fond, si on s'y met tous, on peut le faire. Parce que les gens disent toujours, faites une sorte d'intermède de 30 minutes, les gens ne viendront jamais. Mais aujourd'hui, tout le monde est là. À l'heure, je sais que Sémou Pathé mérite beaucoup plus que ça. Et je vous remercie de lui avoir donné ça, mais je suis sûr et certain que ce qu'il aurait aimé, c'est que cette leçon de ponctualité, que l'ensemble du Sénégal puisse la pratiquer et l'apprendre par cœur. Je voudrais remercier le docteur Oumar Dia d'avoir mis sur le marché une telle œuvre en hommage à Sémou Pathé Gueye. Mais je connaissais Sémou, mais beaucoup d'entre vous le connaissent beaucoup mieux que moi. Donc je ne vais pas abuser du fait que je suis maître de séance. Je m'arrête absolument ici et je vous redis la bienvenue et je repasse la parole au modérateur, qui qu'il soit. Je ne sais pas qui est le modérateur aujourd'hui. Peut-être le doyen d'âge, Ouais, ou bien qui modère. Il a un micro. Ok, voilà, mais toi tu gardes ça. Voilà. Souhaiter la bienvenue, rappeler que cet espace est le nôtre pour tous les échanges. C'est avec plaisir et beaucoup d'émotion et aussi un grand honneur d'avoir présidé cette cérémonie autour de Sémou Pathé Gueye, de sa mémoire et de son œuvre qu'on peut dire déjà immense parce qu'elle est déjà connue, elle a marqué des esprits d'étudiants, également des esprits de grands chercheurs en Allemagne, en France et ailleurs. Et après lui avoir rendu hommage il y a quelques années, c'est absolument heureux qu'un groupe de collègues, j'allais dire à la tête de ce groupe, bien qu'il soit plus jeune que nous, Oumar Dia, le docteur Oumar Dia, qui était un de ses plus proches collaborateurs, son étudiant, doctorant au niveau de ses séminaires de doctorat qu'il a organisé au département de philo, qui est certainement parmi les participants en dehors de Magaye Kassé, ils connaissent le plus, et qui a donc eu à suivre de très près ce qui a permis de publier les actes de ce colloque hommage à Sémou Pathé Gueye autour du thème « L'Afrique au cœur de la mondialisation ». 5 intervenants sont prévus. Oumar Dia lui-même, qui va présenter le livre et expliquer un petit peu sa genèse. Babacar Ba, Abdoulaye Eliman Kane, Magaye Kassé, Ousseynou Kane. Nous verrons si c'est dans cet ordre-là qu'on va le maintenir. C'est possible, on peut le changer aussi. Mais d'ores et déjà, il est important que Oumar Dia prenne la parole, ancien étudiant de Sémou,
proche collaborateur et qui a suivi de très près la préparation et l'édition du livre que nous avons sous les yeux. Omar, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Ablaye Eliman Kane, Monsieur le professeur Ousseynou Kane, Monsieur le professeur Magaye Kassé, Monsieur le professeur Ousmane Sen, Monsieur Babacar Ba, directeur des presses panafricaines, Monsieur Landing Savané, leader historique de la gauche sénégalaise qui a partagé des valeurs avec Sémou Pathé Gueye, Monsieur Ibrahima Sen, camarade de parti de Sémou Pathé Gueye, Madame Sémou Pathé Gueye, enfant Sémou Pathé Gueye. Avant d'entrer dans le vif de ma présentation, je tiens à remercier très chaleureusement le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, qui a accepté avec enthousiasme et dévouement de faire accueillir par son institution cette cérémonie de lancement et de dédicace. J'associe à ces remerciements le professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, qui avait accepté de présider lui-même cette cérémonie, mais qui en a été empêché parce qu'il se trouve en ce moment en dehors du Sénégal. Mes remerciements vont également à tous ceux qui, par leur dévouement et leur abnégation, ont permis d'organiser d'abord le colloque en hommage à Sémou Pathé Gueye en janvier 2010 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ensuite de publier les actes de cette manifestation qui constitue le présent livre. Il s'agit de M. Ousseynou Kane, chef du département de philosophie au moment du décès de Sémou Pathé Gueye, et de l'organisation du colloque qui, ne pouvant à cause de ses responsabilités administratives écrasantes diriger directement l'organisation du colloque, avait proposé, et le département l'avait accepté, Madame Aminata Diaw Cissé comme présidente du comité d'organisation du colloque et le professeur Ablaye Eliman Kane comme président du comité scientifique du colloque. Le travail, la qualité du travail abattu par Madame Aminata Diaw Cissé, je tiens particulièrement à la remercier, qui a porté à bout de bras l'organisation du colloque, qui a mis en place sa logistique au service du colloque, son expérience au service du colloque, son réseau au service du colloque, son temps au service du colloque, et quand c'était nécessaire, son argent au service du colloque. Donc la qualité du travail abattu par Mme Aminata Diaw Cissé et le professeur Ablaye Eliman Kane se mesure aujourd'hui à celle du livre que nous vous présentons. Sans vous, Mme Aminata Diaw Cissé et professeur Ablaye Eliman Kane, nous n'aurions eu ni le colloque de 2010, encore moins ce livre. Merci beaucoup, merci pour tout. Je ne saurais terminer cette phase de remerciement sans décerner une mention spéciale à l'éditeur du livre, Les Presses Panafricaines, son directeur, M. Babacar Ba, présent ici cet après-midi. Il a fait le déplacement du Canada pour participer à cette cérémonie. Ses collaborateurs, le Dr Thierno Gueye, qui dirige la collection dans laquelle ce livre a été publié, Alioune Ndiaye et Khadim Ndiaye. Pendant une année, Monsieur le directeur, nous avons travaillé ensemble avec ardeur sur tous les textes du livre. Je vous remercie pour la rigueur et le professionnalisme dont vous avez fait preuve, et j'espère que cette publication n'est que le début d'une longue et fructueuse collaboration. Merci beaucoup. Nous sommes réunis cet après-midi en ce haut lieu de rencontres culturelles et scientifiques, le Centre de recherche ouest-africain, pour procéder au lancement symbolique de l'ouvrage L'Afrique au cœur de la mondialisation, vibrant hommage de la communauté philosophique sénégalaise
africaine et mondiale a l'un de ses membres parmi les plus éminents, je veux parler du défunt philosophe sénégalais Sémou Pathé Gueye, décédé le 4 mars 2009 à Paris des suites d'une courte maladie. Édité par les presses panafricaines, ce livre est un collectif riche de 26 contributions de 24 auteurs. Parmi ces 24 auteurs, deux ont 2 textes dans le livre. Il s'agit du professeur Ousseynou Kane qui a 2 textes dans le livre et moi-même 2 textes dans le livre, ce qui fait un total de 26 contributions. Donc c'est un collectif riche de 26 contributions de 24 auteurs, amis, collègues et élèves de Sémou Pathé Gueye, appartenant à 15 institutions universitaires et de recherche à travers le monde. Malheureusement, 2 de ces 24 auteurs, David Evans de la Queen's University de Belfast et Serge Bernard Emmanuel Aliana de l'Université de Yaoundé, nous ont quittés après Sémou Pathé Gueye. Le premier, David Evans, le 27 septembre 2009, il avait projeté de participer au colloque qui se tiendrait à Dakar en janvier 2010. Et le texte que nous avons publié est un texte qu'il avait présenté lors d'un colloque précédent à Dakar en 2006. Et le second, valeur sûre de la nouvelle génération de philosophes africains, Serge Bernard Emmanuel Aliana, depuis seulement quelques jours, il y a à peine une dizaine de jours, il est décédé au Cameroun. J'ai été informé de la triste nouvelle avant-hier par Mme Aminata Diaw Cissé. Je m'incline devant la mémoire de ces 2 représentants de l'esprit qui ont magnifié leur attachement à Sémou Pathé Gueye par des contributions de très grande qualité à ce volume et vous prie d'observer avec moi une minute de silence en leur mémoire et à celle de Sémou Pathé Gueye. Je vous remercie. Le choix du thème, l'Afrique au cœur de la mondialisation, qui est aussi celui du colloque en hommage à Sémou Pathé Gueye, des 5, 6 et 7 janvier 2010 à l'UCAD, a été motivé, et je parle sous le contrôle du professeur Ablaye Eliman Kane, président du comité scientifique du colloque. Le choix de ce thème a été motivé par l'ambition de penser ou de repenser avec Sémou Pathé Gueye les mutations du monde contemporain et leur incidence sur le devenir de l'Afrique. C'était l'une des grandes préoccupations scientifiques de Sémou Pathé Gueye. Ceux qui connaissent, et ils sont nombreux cet après-midi ici au WARC, la démarche et la pensée philosophique de Sémou Pathé Gueye le savent. Chez ce philosophe, qui s'apparente à ce que l'on qualifie chez Gramsci d'intellectuel organique théoricien, la pensée n'est pas du tout coupée du réel. Assumant pleinement l'injonction faite par Hegel aux philosophes de penser ce qui est, Sémou Pathé Gueye rejetait catégoriquement l'idée que la philosophie puisse être un discours n'ayant rien à voir avec le réel. Pour lui, il tenait beaucoup à la pluridisciplinarité. Le philosophe a pour rôle, à côté d'autres disciplines, d'interpréter correctement le monde dans l'éventualité de sa transformation révolutionnaire. Si le rôle de la philosophie est de toujours penser ce qui est, Sémou Pathé Gueye ne pouvait pas ne pas penser en philosophe à ce qui est aujourd'hui. La mondialisation. Ce qui est aujourd'hui, c'est la mondialisation. Thème de son séminaire doctoral de philosophie moderne et contemporaine, je parle sous le contrôle du professeur Ousseynou Kane, qui était chef de département. Thème de son séminaire doctoral de philosophie moderne et contemporaine des dernières années de sa vie, auquel également il a consacré un texte majeur, projet d'une philosophie de la mondialisation. Entreprenant de penser le monde actuel qui est caractérisé par le phénomène de la mondialisation,
Sémou Pathé est parti, dans son texte projet d'une philosophie de la mondialisation, du constat que notre monde est le théâtre de mutations rapides et accélérées qui affectent toutes les sphères économiques, politiques, sociales, culturelles, etc. de l'existence humaine, ébranle ses assises les plus profondes et pose aussi bien aux sociétés qu'aux individus vivant en leur sein des défis nouveaux. Faisant écho à ce constat de Sémou Pathé, le comité scientifique du colloque dont ce livre est le produit, présidé par le professeur Ablaye Elimane Kane, a proposé comme thème de la rencontre de janvier 2010 à l'UCAD l'Afrique au cœur de la mondialisation. Elle lui a assigné un double objectif. D'une part, procéder à l'analyse théorique de ce processus multidimensionnel, complexe et contradictoire, et d'autre part, adapter cette problématique au contexte de l'Afrique. Les présentations du colloque de 2010 et l'essentiel des textes contenus dans ce livre, nous y avons ajouté 4 textes qui n'étaient pas présentés lors du colloque de 2010. C'est des textes qui étaient présentés lors du colloque de 2006 que Sémou Pathé avait organisé à Dakar sur le thème « L'enseignement de la philosophie dans le contexte de la mondialisation pour le dialogue des cultures et une paix universelle durable ». De ce colloque, nous avons extrait 4 textes que nous avons ajoutés à ce livre. Il s'agit du texte du professeur George McLean, qui est de l'Université catholique de Washington et qui avait eu à l'accueillir quand il était Fulbright Senior, du texte de Ioana Koussouradi, une femme philosophe turque, ancienne présidente de la Fédération internationale des sociétés de philosophie, David Evans, dont je vous ai parlé tantôt, qui est décédé quelques mois après Sémou Pathé, qui est philosophe irlandais, et Arno Speer, qui est agrégé de philosophie, conseiller à la Fondation Gabriel Péri, ami philosophe de Sémou et qui avait commencé par l'enseignement et qui a fini dans le journalisme politique. Donc, les présentations du colloque de 2010 et l'essentiel des textes contenus dans ce livre qui en est issu ont essayé d'apporter des réponses aux 3 questions suivantes. 1. Face aux mutations que cette mondialisation induit et aux défis qui en découlent, quelles orientations dégager pour un monde meilleur? 2. Quelle perspective la mondialisation ouvre-t-elle ou ferme-t-elle aujourd'hui à l'Afrique? 3. Un développement durable conforme aux aspirations légitimes des générations présentes et futures dans un monde de paix, de liberté, de justice sociale et de solidarité, est-il l'horizon d'un vivre commun solidairement construit? Pour répondre à ces questions, la plupart des auteurs de ce collectif ont, d'une part, essayé de dégager les tendances majeures de l'évolution contemporaine et d'autre part, d'éclairer la manière dont celles-ci peuvent influencer la construction du devenir de l'Afrique. De cette démarche, c'est dégager une vision du futur africain à la fois motivante et mobilisatrice, permettant ainsi à ces auteurs de se hisser à la hauteur de ce qu'est, selon l'auteur du projet d'une philosophie de la mondialisation, l'enjeu fondamental. L'effort de reconquête par les intellectuels africains du sens de leur propre histoire et leur contribution par ce biais à la restitution au continent de la maîtrise de son propre destin. J'espère que ce livre en hommage à celui qui a constamment réitéré cet appel à l'endroit des intellectuels africains sera reçu par le public comme un effort dans ce sens. Je ne saurais terminer ma présentation sans vous faire part des prolongements que nous comptons donner à la publication de ce livre et à cette cérémonie de dédicace qui ne sont que des étapes d'un vaste projet à la mémoire de Sémou Pathé Gueye. En concertation avec sa famille, Madame Gueye et les enfants, elle est très panafricaine. Nous envisageons de publier sa thèse de doctorat d'État, son texte inachevé sur la crise de l'école sénégalaise. Mamadou Kabirou Gano a eu à le rappeler dans son texte, et le professeur Magaye Kassé va peut-être en parler. Sémou Pathé Gueye était l'un des rapporteurs des États généraux de l'éducation et de la formation. En 2009, il avait un projet
de rédaction. Il avait commencé la rédaction du livre sur l'école sénégalaise et les multiples crises qui traversent l'école sénégalaise. Le livre est inachevé. On verra dans quelle mesure publier ce texte inachevé. Mais nous voulons également publier ces nombreux articles publiés dans des revues scientifiques internationales que nous regrouperons en ensemble homogène. Je pense à un texte comme Projet d'une philosophie de la mondialisation, à un texte comme Fin de l'histoire et perspectives de développement, l'Afrique dans le temps du monde, à un texte comme Mondialisation, marxisme et perspectives de libération humaine en Afrique. Ces trois textes forment un ensemble homogène susceptible de constituer un livre. Il y en a d'autres également. Nous avons comme projet de publier également ces contributions à Gestu, à Andosopi et à la Nouvelle Revue Internationale. À ce projet de publication s'ajoute la mise en place prochaine d'un fonds documentaire à sa mémoire et la création dès 2017 d'un prix annuel de la meilleure thèse de philosophie en Afrique francophone portant le nom de Sémou Pathé et publié par les presses panafricaines. Enfin, au nom de tous ces anciens étudiants, qui ne sont certainement pas les seuls à le souhaiter, je rends hommage à la mémoire de Makhtar Diak qui avait émis l'idée lors du colloque de 2010 et qui est malheureusement décédé en septembre 2015. Au nom de tous les anciens étudiants de Sémou Pathé, qui ne sont pas les seuls à le souhaiter, nous lançons un appel solennel aux autorités sénégalaises pour que l'une des futures universités de ce pays ait pour parrain Sémou Pathé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation. Je pense que tous ceux qui prendront la parole rappelleront votre proximité avec Sémou Pathé. Je voudrais à présent inviter notre ami M. Babacar Ba, directeur des éditions Presse africaine, à prendre la parole pour nous faire part effectivement de son point de vue, le degré de collaboration entre les promoteurs de cet ouvrage et lui-même comme éditeur. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le professeur Abdoulaye Eliman Kane, Monsieur le professeur Ousseynou Kane, Monsieur le professeur Magueye Kassé, Docteur Omar Dia, Monsieur le professeur Abdou Salam Sall, qui fut mon professeur, peut-être qu'avec le temps, oui, qui fut mon professeur, monsieur le recteur. Hein? Honorables invités, c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de lancement de cet ouvrage à la fois symbolique et historique. L'Afrique au cœur de la mondialisation, hommage à Sémou Pathé Gueye. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte d'une part, présenter la maison d'édition Les Presses panafricaines et d'autre part, pour vous transmettre le message de l'équipe des Presses panafricaines. Presse panafricaine a été créée à Montréal en avril 2014 par des Africains qui n'étaient pas satisfaits du monde de l'édition. Conscients qu'ils peuvent améliorer le sort des auteurs africains, ils ont décidé de se lancer dans cette excitante aventure. La maison d'édition a pour principal objectif de contribuer à la diffusion et des Africains à travers le monde. Tout manuscrit s'inscrivant dans cette optique et dans celle des sciences ou des technologies nous intéresse. Depuis sa création, plusieurs auteurs africains et ou amis de l'Afrique nous ont fait confiance en nous envoyant leurs textes. En une année d'existence, nous avons réalisé le grand tournant du XXe siècle,
dont le lancement s'était effectué ici au WARC. C'est le lieu pour moi de remercier la formidable équipe des presses panafricaines. Cette bande de jeunes Africains dynamiques et engagés qui n'a ménagé aucun effort pour réaliser cet ouvrage avec le plus grand professionnalisme. Aujourd'hui, je parle au nom de cette merveilleuse équipe qui m'a fait confiance et qui m'a confié la mission de vous transmettre leurs mots. Mots que je résumerai en 6 lettres. F-I-E-R-T-E accent aigu. Fierté. Fierté d'avoir créé la maison d'édition qui a eu l'insigne honneur de publier ce livre, qui, au vu de la qualité des auteurs qui l'ont composé, à n'en point douter, restera dans les annales de l'histoire. Fierté de voir que tous les membres de la maison d'édition sont de purs produits de l'université africaine, dont certains auteurs du livre ont été pour certains les maîtres. Fierté de contribuer à l'hommage d'un homme illustre qui s'est employé toute sa vie durant à défendre avec fierté son pays et les valeurs de civilisation de son peuple. Son engagement indéfectible a été reconnu par ses pairs qui se consolent en revisitant l'œuvre gigantesque qu'il a réalisée avant de nous quitter. Fierté de voir un afro-optimisme manifesté par des Africains rendant hommage à un autre Africain. Fierté de constater, à travers les textes dans l'ouvrage, que la relève a compris et s'est approprié le combat du bien et accablé par un mondialisme à outrance et qui vise à lui redorer le blason et la positionner à la place qu'elle mérite dans un monde dont elle est littéralement le cœur. De ce point de vue, le titre de l'ouvrage est très éloquent. Aujourd'hui, l'ouvrage parle de mondialisation, un mot que les Africains doivent comprendre et saisir avec l'enthousiasme des créateurs de destin. La mondialisation matérialisée grâce à la magie de l'Internet a rasé toutes les frontières physiques et dissipé les distances. Dans le même sillage qu'Albert Jacquard, que nous paraphrasons ici, nous dirons que la planète est devenue un immense village où les gens communiquent grâce au langage informatique. L'Afrique n'a plus d'excuses. Elle peut et doit sortir de son état de sous-développement par tous les moyens nécessaires. Grâce au progrès technologique, il est tout à fait possible de travailler en réseau entre Africains disséminés dans le monde pour créer des produits compétitifs dans tous les domaines. Nous devons comprendre qu'il est parfaitement possible d'utiliser les moyens techniques de l'étranger pour fabriquer chez nous des produits de haute qualité dans tous les domaines. Cet ouvrage en est une parfaite illustration. Par ma voix, au nom de l'équipe des presses panafricaines, je ne saurais terminer sans remercier toutes les personnes présentes dans la salle. Je remercie les organisateurs du colloque qui nous ont fait confiance. Je remercie monsieur le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC. Une mention spéciale sera accordée au docteur Mohamed El Adiba et au docteur Oumar Dia. Oumar Dia, ce disciple du professeur Sémou Pathé Gueye, qui a fait honneur à son défunt maître et qui a été d'une disponibilité et d'une proactivité sans faille tout au long du projet dont l'aboutissement nous réunit aujourd'hui ici. Soyez assurés que nous serons toujours prêts à offrir notre partenariat
à de tels projets afin d'inonder de lumière les œuvres grandioses des grands esprits qui ont marqué de leurs empreintes l'inexorable marche du temps. Les éditions Presse panafricaine vous remercient et comptent sur vous pour perpétrer à jamais l'insigne message du regretté professeur Sémou Pathé Gueye, dont le tout aussi regretté poète Birago Diop dira certainement qu'il n'est pas mort, puisqu'il est dans les œuvres qu'il nous a généreusement laissées. En vérité, il est dans ses actes du colloque organisé à son honneur que nous avons le privilège de vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je remercie beaucoup Cheba. Et normalement, étant président de séance, j'aurais pu parler le dernier, mais la programmation prévoit que je prenne la parole maintenant. Et je vais donc la respecter. En commençant par adresser mes salutations à certaines personnalités, j'aurais bien voulu nommer tout le monde, remercier le professeur Ousmane Sen qui nous reçoit ici, saluer la veuve et les enfants de Sémou Pathé Gueye, saluer le professeur Maguette Thiam, le docteur Abdesalam Sall, les collègues, amis et camarades de Sémou, les étudiants et tous les membres de ce présidium, Ousseynou Khan qui a été notre chef de département, mon ami Magueye Kassé et Oumaria. J'ai d'abord connu ou entendu parler de Sémou Pathé Gueye avant de le rencontrer physiquement. Il était prof de philo au lycée Faidherbe de Saint-Louis et moi au lycée Blaise Diagne. En réalité, les échos qui nous parvenaient par le truchement des commentaires de nos étudiants respectifs étaient que tous les deux, nous faisions consciencieusement notre travail, mais que moi, personnellement, j'avais plus tendance à enseigner une philosophie bourgeoise. Et lui, une philosophie purement marxiste. Et pourtant, j'ai fait quelques audaces, preuves d'audace, puisque les programmes, les instructions de programme disent que les professeurs sont libres de prendre les textes à faire expliquer. J'ai quand même expliqué le manifeste et même le livre rouge de Mao Tse-tung. Quand même des preuves d'audace. Et enfin, les échos m'étaient parvenus. Toi, tu fais de la philosophie bourgeoise, c'est vous, c'est toi. Très bien. Avant de le rencontrer physiquement, donc. Puis est venu le temps du Sud-Est, époque d'une grande expérience d'unité syndicale au sein d'une centrale dynamique et marquée par le pluralisme et la diversité idéologique et sociale de ses composantes. Sémou en fut l'un des animateurs les plus engagés. Il est vrai que je le voyais plus souvent sur le terrain politique, comme on le dit, dans des camps opposés ou quelquefois dans les expériences de majorité présidentielle. Mais dans tous les cas, nos rapports ont toujours été empreints de respect, de courtoisie et même de véritables sympathies réciproques, dues à n'en pas douter à notre pratique feutrée du cousinage à plaisanterie, qui, entre Sérère et Alpulaar, n'est pas pure rhétorique, simple rhétorique. Lorsqu'en 1991, il a été recruté au département de philosophie, je me trouvais depuis un peu plus d'1 an dans un parcours qui allait durer au total 10 ans dans la haute administration, loin du département de philosophie, comme conseiller du président Diouf, puis membre du gouvernement jusqu'en 2000. Je n'ai eu par conséquent à collaborer avec Sémou Pathé Gueye sur le plan de l'enseignement et de l'encadrement de nos étudiants qu'à partir de 2000 et jusqu'à la date de sa disparition.
Mais cette courte période fut marquée par des initiatives fréquentes de part et d'autre, notamment pour la constitution des jurys de nos étudiants respectifs en maîtrise, DEA et thèse de troisième cycle notamment. Si pour ma part, j'étais plus souvent un élément d'appoint pour porter un jugement sur des travaux dont je n'étais pas à proprement parler un spécialiste comme lui, en revanche, Sémou était réellement polyvalent, aussi à l'aise pour la philosophie moderne et contemporaine que pour des questions de logique et épistémologie. L'organisation à date régulière du colloque interafricain des doctorants francophones en philosophie et sciences sociales, dans le droit fil de son séminaire doctoral de philosophie moderne et contemporaine, n'a été possible que grâce à la détermination de notre regretté collègue, servi par un solide réseau de relations, ainsi que par la confiance de partenaires convaincus que l'initiateur du projet est un enseignant-chercheur de grande qualité. À ce propos, il convient de rappeler la fidélité à leur maître des doctorants travaillant sous sa direction et qui l'ont toujours secondé avec dévouement pour la préparation et la tenue de ces rencontres internationales. Parmi eux, il me plaît de signaler le rôle de premier plan joué par notre jeune collègue Oumar Dia, autant pour la réalisation des éditions successives que pour le suivi de l'impression, de l'édition et de la diffusion des actes du colloque organisé en hommage à Sémou Patigué. La récurrence du thème de la mondialisation au cours de ces éditions successives s'explique par plusieurs facteurs ayant motivé le choix du professeur Gueye. C'est d'abord parce que le concept de mondialisation fonctionne comme un nouveau paradigme au sens où Kuhn dit d'un consensus est la nature du travail qui incombe aux scientifiques, à savoir résoudre des énigmes entre une révolution et la révolution prochaine. Sémou était plus marqué par Popper, mais il ne pouvait rester indifférent à cette approche en tant qu'enseignant et chercheur. Il est un autre motif de ce choix qui peut également avoir déterminé notre collègue. L'héritage de la pensée de Karl Marx à propos de deux idées étroitement liées sur lesquelles l'auteur du Capital a accordé une place stratégique dans ses écrits et dans son action de dirigeant politique. La première est celle selon laquelle le capitalisme, bien qu'étant un système reposant sur l'exploitation, est porteur de progrès et constitue, par sa tendance logique à la mondialisation, une étape nécessaire à l'éclosion de ses propres contradictions et une condition nécessaire pour la maturation et l'éclosion du mouvement révolutionnaire. Marx a utilisé explicitement le terme mondialisation dans un certain nombre de textes. Marx a souvent exprimé dans sa correspondance, notamment, sa déception lorsqu'il lui a semblé que la première condition était entravée par des impondérables ou des erreurs de différentes natures. L'autre idée veut que l'internationalisme soit la condition du socialisme. La révolution socialiste dans un seul pays ou seulement en Europe ne saurait être viable. J'ai choisi pour ma communication, au cours de ce colloque consacré à la mémoire de Sémou Patigué, de traiter le sujet suivant, qui est donc publié dans cet ouvrage. Sujet libellé ainsi, un défi culturel, 2 points, le pouvoir d'universalisation de la technique. Son postulat, c'est la thèse du philosophe de la technique Gilbert Simondon, un de mes professeurs à Paris, thèse selon laquelle seule la technique est absolument universalisable. Cette thèse est assortie d'un corollaire: les progrès de la technique sont illimités. Cette thèse, bien évidemment, ne peut manquer de susciter des interrogations sur les raisons de disqualification des autres activités humaines à poursuivre et à réaliser le même dessein, surtout dans les domaines qui semblent relever des objets les plus élevés de l'existence, la morale, l'éthique, la spiritualité
l'activité intellectuelle. Cette disqualification est d'autant plus problématique que Simondon explique l'essence de la technique et son pouvoir d'extension par le fait qu'elle est transculturelle, qu'elle s'adresse en nous à ce qu'il y a de plus biologique et de strictement biologique, donc à de l'infraculturel. Empiriquement, nous constatons que les progrès fulgurants de la technologie semblent lui avoir donné raison. Mon cousin Modi Pateba, berger analphabète de son état, vivant à la frontière des départements de Podor et de Linguère, regarde la télévision quand ses tâches de transhumance le lui permettent et sait se servir de son téléphone portable pour recevoir et donner des appels. L'on peut évidemment multiplier les exemples à l'infini dans ce domaine. Il y a défi technique pour tout usager et bénéficiaire de ces bienfaits, au moins sur un plan. Comment réussir à ne pas perdre son âme en s'adonnant justement à cette activité technique. Ce qui dit autrement pose la question éthique suivante: comment être adepte de la technique et du progrès de la technique sans tomber dans une forme ou une autre d'idolâtrie de la technique. Pas plus que l'idolâtrie de la science, elle ne suffit à répondre aux besoins de sens qui est la marque principale de notre condition d'homme. Défi culturel pour l'Afrique. Les peuples et les dirigeants de ce continent perçoivent bien dans ces progrès et cette accessibilité de la technique les immenses possibilités de se connecter à l'hypermonde et à ses opportunités. Ils réalisent l'offre unique, sans doute dans l'histoire de l'humanité, de faire l'économie de certaines formes de transition pour passer d'une formation sociale à une autre. Mais défi culturel pour l'Afrique également, confrontée à des choix de modèles de société et de développement induits par les mutations engendrées par les progrès techniques. L'aphorisme d'Aimé Césaire, nous invitant à nous méfier des solutions mortifères pour les civilisations que sont, d'un côté, la dissolution dans l'universel et de l'autre, la ségrégation murée dans le particulier. Il y a comme un écho de cette mise en garde dans le débat qui a opposé Hilary Putman et Richard Rorty et qui me semble intéressant de présenter sous une forme écrite. Richard Rorty, perçu comme un tenant d'une position qualifiée de pragmatisme ethnocentrique, considère comme illusoire de croire qu'il existe une vérité indépendante des cultures particulières. Pour combler ce fossé entre les cultures, il préconise juste la tolérance entre les cultures particulières. Putman, adversaire du relativisme, pense quant à lui que l'on doit pouvoir concilier l'idée que tout discours est culturellement connoté avec cet autre que cela est compatible avec l'attachement de l'humanité à un idéal d'universalité. J'ai cherché dans cette communication à voir quels autres arguments peuvent servir à nuancer cette thèse de mon maître Simondon dans cette sorte de disqualification des autres activités humaines à poursuivre et à réaliser le même dessein d'universalisation d'une valeur. Je l'ai trouvé dans le concept de transcendance horizontale formulé par un intellectuel tchèque réfugié vivant à Paris au XIXe siècle, de réaliser la synthèse du socialisme utopique et de la philosophie romantique. Il conçoit la transcendance horizontale comme étant le fait d'un consensus autour de quelques idées susceptibles de porter l'idéal d'universalité. Il cite les idéaux comme les droits de l'homme, les droits des peuples, etc. L'on peut ajouter la place et le rôle des institutions internationales de coopération, d'arbitrage, qui veillent sur les équilibres du monde et le respect des valeurs partagées, en dépit de leurs insuffisances, de leurs limites et de certains conservatismes ou certaines formes d'hypocrisie que l'on note dans le comportement de certains États et de certains pouvoirs politiques d'avènement. Sémou Pategui voyait bien à travers ce thème
récurrent, une opportunité pour la philosophie d'exercer ce qui est sa vocation première, élucider les notions qui guident notre existence et contribuer à montrer que sans l'homme, le monde n'a pas de sens. Je vous remercie pour votre attention. Et je voudrais à présent donner la parole au professeur Magritte. Merci bien, mon cher Abdoulaye Eliman, que je retrouve mon complice, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Je voudrais d'abord saluer la famille de Semou Fatigué, remercier, d'abord saluer aussi, continuer à saluer pour leur présence notre ami et camarade aîné, le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, Maguette Thiam. Je voudrais saluer également notre ami qui a beaucoup fait pour cette université. Nous en avons eu la preuve il y a une semaine, moins d'une semaine, à la présentation de la thèse d'État de Mamadou Ba. Je veux parler de Liliane Kesselo. L'université ne te rendra jamais assez hommage. Tu as beaucoup contribué à défricher certains terrains qui n'étaient pas évidents. Je voudrais remercier Ousmane Sen, notre ami, qui a inscrit une tradition de présentation d'ouvrages au WAC. Et je lui disais toujours que c'est un complément indispensable à nos activités d'enseignement et de recherche. Je vais remercier en particulier Omar Dia, parce que c'est quelqu'un dont la fidélité, la foi et l'engagement auprès de Semou n'ont jamais failli, à commencer, ou disons en terminant par l'organisation de ce colloque de l'université en hommage à Semou, et le fait également d'avoir créé l'opportunité de présenter un ouvrage pour lequel il a beaucoup travaillé et contribué à la publication. Je crois que la mémoire de Semou sera toujours vivante avec toi. Remercier également les éditions panafricaines de notre ami que nous venons de connaître, Babacar Ba, parce que cela aussi nous en avons besoin dans notre espace. Je voudrais saluer également l'ancien recteur de l'université, qui était aussi ancien étudiant de Semou à Kaolack, je crois, ou à Dakar. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et je crois que je dois aussi saluer, parce que ce dont je vais parler va le concerner, notre ami Brahim. Ce n'était pas un jeu facile quand on m'a demandé de participer à la présentation du livre, moi-même ayant une communication dans cet ouvrage. Je me disais qu'il y avait des spécialistes pour présenter un volume aussi important de réflexion autour de ce que Semou a écrit, et Dieu sait qu'il a beaucoup écrit. Mais je me suis dit que, et là je lance un clin d'œil à mon ami Ousmane, notre département n'est pas un département d'allemand. C'est le département de langue et civilisation germanique. Germanique, ok, d'accord. Le sens de cela, c'est quoi? C'est que les philosophes rencontrent les germanistes. Et le prétexte en est un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir de Lucien Sèvres, un des tomes, qui s'appelle L'Homme, dans lequel ouvrage il nous indique les voies possibles pour moi de parler de Semou à cette audience. C'est la différence qu'il y a entre la biographie, l'autobiographie et la présentation. Et ce faisant, il emprunte à Johann Wolfgang Goethe dans Poésie et vérité. Dans Poésie et vérité, Goethe revient sur son parcours en parlant de lui-même. Mais on peut parler de quelqu'un aussi en le présentant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de présenter la gestation d'une pensée qui a atteint sa maturité au moment où il a tiré sa révérence. Je veux dire la constance et la conscience de Semou dans ce qu'il a façonné de son plus jeune âge à sa mort. C'est pour ça que j'ai choisi
de parler de Sémou que j'ai connu, qui a été mon ami, pour venir à ce que j'ai considéré comme son héritage. Le 4 mars 2009 est devenu pour nous tous, ici réunis, une date fatidique. Et le mot n'est pas trop fort. Ce jour a scellé le destin de Sémou Pathé Gueye sur terre. Sémou, comme on l'appelait familièrement, venait d'achever un parcours illustre sur cette terre dont ses habitants, de quelque culture qu'ils soient, ont toujours été au cœur de ses préoccupations, dans le sens qu'ils donnent consciemment ou non à leur vie. Liberté et libération de toute forme de domination, même si les conditions qui leur sont souvent faites se situent aux antipodes du projet humain. Vivre simplement heureux, chercher et trouver le bonheur à l'abri des privations de toutes sortes, en particulier à travers l'éducation. C'est précisément de cela qu'il s'agit dès qu'on lit, qu'on évoque ou qu'on parle de Sémou. Parce qu'il avait compris très tôt la portée de la quête du savoir et de la connaissance, Sémou avait inscrit dès son jeune âge l'appropriation de cet outil de libération au cœur de sa démarche sociale, philosophique au sens de conception du monde et politique. Nous commencerons notre propos par cela, au-delà de tout ce que son impressionnant curriculum vitae révèle de l'homme et de sa facteur intellectuel exceptionnel. Il me plaît de rappeler ici que dans le CV de Sémou, on note au moins 48 publications parmi une liste non exhaustive. Sémou a été membre de plusieurs associations savantes, dont membre du comité directeur de la Fédération internationale des sciences de philosophie, des sociétés de philosophie. Au sein de cette organisation, il dit lui-même, j'ai été membre parmi les 5 élus au sein du comité directeur, du comité scientifique international chargé du contenu scientifique du congrès mondial suivant qui s'est tenu à Séoul, chercheur associé à Ferguson Center for African and Asian Studies, Open University, Londres, chercheur associé au Conseil de la recherche, pour la recherche sur les valeurs et la philosophie, membre de son comité scientifique international et coordinateur régional de l'équipe de ses membres africains, coordonnateur du réseau interafricain de philosophie sur les problèmes globaux, African Philosophical Network on Global Issues, créé en 2003 par un groupe d'universitaires africains travaillant sur le continent et à l'étranger, membre du comité scientifique de la Fondation Gabriel Péri, fondation de réflexion, d'études et d'initiatives politiques à orientation de gauche, basée à Paris et financée par l'État français. Nous avons eu la chance et le bonheur de côtoyer Sémou dès notre jeune âge, quand nous fréquentions ensemble le lycée Gaston Berger de Kaolack, où il était de 2 ans, mon aîné. Nous n'habitions pas loin l'un de l'autre, et il nous arrivait en ce temps-là de bavarder ou d'étudier sous les lampadaires de notre quartier de Passoire avant qu'il n'en déménageât. J'étais frappé par la clarté de son propos, son audace dans l'argumentation et sa capacité à convaincre. Ce dont se traduisait dans une appropriation sans heurts des connaissances et du cursus qu'il suivait. Au cours de ces années, tout le monde peut se souvenir de ce frêle élève qui engrangeait, à l'instar d'autres camarades, et souvent plus qu'eux, beaucoup de prix, ce qui nous valait à nous autres quelques colibés, nous qui n'en avions pas autant que Sémou. Les meilleures leçons en tout, y compris dans les jeux qu'affectionnent les adolescents de notre âge d'alors, en particulier les balles, les booms, comme on les appelait à l'époque, et autres divertissements. Son association, qui s'appelait les Teddy Boys, était célèbre à Kaolack, dont les membres étaient élégants et aimaient des filles. Eh oui. Il arrivait que celles-ci, les filles, désertent nos salles de bal quand on menaçait de faire sortir ces intrus de Teddy Boy qui n'hésitaient pas à s'imposer, n'étant pas invités, mais espiègles et plaisants aux yeux de la gente féminine. Sémou avait la carrure de dirigeant naturel déjà en ces années-là, du fait de ce qui précède, mais aussi de son intelligence vive, des hommes et des situations
qu'il a placé dans la contestation de tout ce qui ne lui semblait pas normal, même si la compréhension et la connaissance qu'il en avait allaient s'affiner au cours des années, tout au long de sa vie si courte. Il dirigea, en compagnie d'autres dont certains nous avaient trahis à l'époque, le mouvement des élèves de mai 68. Avec un courage, une clarté de vue propice aux doués naturels, une éloquence, un don et des capacités de persuasion inégalées. Comme d'autres dirigeants qu'on voulait isoler d'un mouvement dont les animateurs allaient être ceux qui vont façonner sa vie et son engagement, je veux parler du PAI Sénégal, Sémou, lauréat du prestigieux concours général en 1967 déjà, fut arbitrairement isolé et envoyé à Bordeaux en France, passer un baccalauréat français qu'il n'avait pas préparé mais qu'il a brillamment réussi. L'expérience des classes préparatoires destinées au départ aux enfants doués et en partie issus de la bourgeoisie française fut sans aucun doute un déclencheur et un facteur de maturité intellectuelle, scientifique et idéologique. Il frappa l'esprit de ses camarades, dont un autre compagnon, Sangoné Diop, très tôt et tragiquement disparu, et devint l'ami de ses professeurs de lettres, de latin, de grec, d'histoire, de philosophie, socialiste ou proche du Parti communiste français, dans une ville d'extrême droite avec Tixier Vignancourt, animateur du journal d'extrême droite et fascisant Minute. Nous avions puisé à sa source fraîche, vivifiante à notre arrivée à Orléans, en prépa, comme on disait à l'époque, Hippocagne et Cagne, précédant de quelques années nos jeunes amis, comme le professeur Marito Nian, qui n'ont pas échappé à cette ambiance intellectuelle, féconde, nourrie de discussions sur le marxisme. Althusser, Lucien Sèvres, Roger Garaudy, Jean-Paul Sartre. Mansour Sy Djamil a suffisamment explicité cette période dans son émouvant texte « Sémou, mon ami, mon camarade ». La formation communiste avait commencé avec le PCF et ses cellules, l'Union nationale des étudiants de France, le mouvement des jeunesses communistes de France, les débats dans la clandestinité, le travail militant dans les foyers des travailleurs émigrés, alphabétisation et travail politique. Les renseignements généraux, mon cher Ibrahim, ne nous lâchez pas. Ni d'une semelle, après les différentes occupations de l'ambassade du Sénégal à Paris, les conférences sur la négritude comme idéologie de développement réactionnaire et succédanée de la présence impérialiste française au Sénégal et en Afrique francophone. Qui n'a pas vécu cette période dans le mouvement étudiant sénégalais et africain aura du mal à mesurer l'influence de Sémou dans cet incubateur de forces nouvelles, révolutionnaires, ouvertes au monde et à ses contradictions, décidés que nous étions et armés théoriquement pour faire face au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme qu'était le mouvement étudiant et révolutionnaire de ce temps-là, où on alliait plaisir de la jeunesse, engagement, lecture utile, débats riches et contradictoires avec des études qui n'étaient pas question de rater. Nous sommes fiers de dire, en partie grâce à Sémou, que nous avons réussi. Sans exception pratiquement aucune, tous ceux et celles qui sont passés à Orléans sont devenus des cadres de ce pays, aucunement préoccupés du confort d'un exil volontaire relativement doré. Sémou, primus inter pares. Les prises de position de Sémou lui ont valu, à l'époque, des détournements d'avions dans le Sinaï, d'être taxé de terroriste avec son compagnon Sangoné, leur passeport ayant été volé pour commettre ces actes que l'on qualifiera plus tard, dans le jargon politique, d'actes terroristes, alors qu'ils passaient des vacances méritées au Sénégal. Senghor, interrogé à ce sujet à l'époque, n'hésitera pas, de manière imprudente, à confirmer ces accusations fantaisistes. Ces idées que nous avions partagées avec Sémou nous avaient d'ailleurs conduit à organiser la plus grande manifestation d'Africains à Orléans à la suite de l'assassinat d'Amilcar Cabral.
C'est Sémou qui nous a aidés à démêler les fils de l'écheveau idéologique du monde par sa lecture de Marx, de Lucien Sèvres que j'ai cité tout à l'heure, grand critique de Marx avec entre autres son ouvrage retentissant Marxisme et théorie de la personnalité, et de Lénine, leurs œuvres d'ailleurs ornaient nos bibliothèques, de Gramsci, de Hegel entre autres, et qui a guidé nos premiers pas du mouvement étudiant à celui politique au sein du mouvement des étudiants du Parti africain de l'indépendance, et cet engagement ne nous a jamais quittés. Au contraire, répondant une fois à une boutade de mon ami Ousmane Sembène, qui me disait qu'il devait rester au Sénégal le dernier communiste après la chute du mur de Berlin, je lui rétorquai que nous serions sans aucun doute au moins deux alors. J'aurais pu ajouter ces mots. Pour dire simplement que les convictions de Sémou Pathé Gueye, la clarté de son propos, la justesse de sa pensée, ces hypothèses que nous partagions, nous ancraient chaque jour dans nos convictions communistes. Et c'est bien à tort, sans doute du fait de l'insuffisance de son information ou de sa curiosité intellectuelle en rade, et ne tenant pas compte de l'idéologie dominante et de ses méfaits sur les consciences, qu'un journaliste nous reprochait, citant votre serviteur par son simple nom à côté d'autres dont j'ai d'ici, notre silence en novembre 2013 sous le titre, je le cite, intellectuel engagé et intellectuel dégagé. Quand les cadres politiques colonisent l'espace médiatique. Je ne reviendrai pas dans le cadre de la présentation de l'ouvrage L'Afrique au cœur de la mondialisation, au demeurant très bien fait, instructif et complet sur le philosophe, l'ami, l'intellectuel, le marxiste, l'idéologue, le pédagogue, le défenseur de l'école des États généraux et des valeurs universelles, le père charmant, ainsi que sur l'engagement politique et en détail de Sémou Pathé Gueye, dont le prénom à lui seul sonne désormais comme un corps, appelant à la chasse, à l'exploitation de ses semblables, et qui est en même temps callosité douloureuse aux orteils des exploiteurs de tout acabit. Non plus nous n'insisterons sur son courage dans la pensée et l'action. Il nous vient à l'esprit nos affichages clandestins et proscrits, nos sittings devant les usines qui licencient à tour de bras pendant la période de l'ajustement structurel dans notre pays. Ces articles dans la revue Gëstu, revue théorique du PIT, qu'effectivement, nous l'avons lu et analysé avec vous tous les vendredis de l'année 1974 au lycée Blaise Diagne, le mardi étant destiné au contrat social de Rousseau. Voilà les souvenirs, pour en finir avec les souvenirs. Alors, bien entendu, ayant eu l'honneur à l'époque en tant que chef du département de philosophie de prononcer le discours d'ouverture et celui de clôture du colloque hommage à Sémou Pathé Gueye tenu à Dakar du 5 au 7 janvier 2010, je me contenterai donc aujourd'hui de dire juste quelques mots, d'ailleurs un peu mal agencés. Pour saluer d'abord la parution des actes en un si bel ouvrage et remercier à l'occasion mon jeune collègue Dia et son équipe d'y avoir consacré toute leur énergie. La présentation est à la fois agréable et judicieuse, avec une première partie constituée d'hommages poignants et une deuxième regroupant des textes philosophiques de très haute facture, où se sont retrouvés tous ceux qui, un jour ou un autre, ont croisé le chemin de Sémou Pathé Gueye, collègues et disciples d'ici, amis et affidés d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas pu suivre le colloque de 2010 ou n'y ont pas prêté toute l'attention requise trouveront ici l'occasion de se rattraper en se ressourçant avantageusement aux idées riches et variées que Sémou Pathé Gueye, telles des graines de mil, a semé et cultivé avec patience, avec passion, toute sa vie durant, sur la philosophie et son histoire,
sur la politique et la société civile, sur l'éducation et la culture, sur le monde. Si je reviens sur les 18 ans qu'il a passés au département de philosophie, et il y serait pratiquement encore aujourd'hui si les parcs qui filent le destin de chacun n'en avaient pas décidé autrement par un funestre décret, ces mots n'y ont montré que disponibilité constante, ardeur inépuisable au travail, d'éducation et de recherche. Certes, son entrée, je l'ai dit le jour du colloque, il a été accompagné de quelques polémiques. Mais le lecteur averti d'Héraclite qu'il était savait que polémos, dit l'Éphésien, la guerre est père de toutes choses. Et que donc la polémique, c'est-à-dire dans son sens générique, le conflit, la querelle, la discorde, si elle n'est pas inutilement stérile, et aussi principe de vie et de mouvement, et en fin de compte, génératrice d'harmonie vraie, conquise au terme de la confrontation et du dépassement, assumée des contrariétés. C'est ainsi que, après nous avoir copieusement insultés dans une lettre publiée dans la presse, où il nous traitait par ailleurs de nullards, ces mots et nous, avec le temps, sommes devenus les meilleurs amis du monde. J'ai dit de lui, concernant son travail au département, qu'il était sans doute le dernier des stakhanovistes, toujours le premier à commencer ses cours, le dernier aussi à les finir, poussant l'exigence personnelle jusqu'à faire consigner et contresigner par les étudiants eux-mêmes dans un cahier de texte dédié à cet effet, ces heures de cours effectivement assurées, ainsi que les thèmes traités. Il a été également celui qui a secoué nos vieilles habitudes académiques, introduisant des auteurs inaccoutumés, comme John Rawls et la philosophie américaine, le postmodernisme allemand avec Habermas, tout comme le thème bien précurseur à l'époque de mondialisation que l'Assemblée du département de philosophie n'a pas validé sans réticence pour son séminaire de DEA de philosophie moderne et contemporaine. C'est lui également, pendant presque 2 décennies, qui a encadré et fait soutenir le plus grand nombre de travaux de recherche de toute nature, en maîtrise, DEA, thèse, parce qu'il avait, bien plus qu'aucun d'entre nous, la patience qui est à la fois attente et espérance, d'accueillir ceux à qui personne ne voulait accorder la moindre chance, de les porter sur ses épaules bien solides, il est vrai, leur offrant généreusement sa propre documentation, mais aussi subside et réconfort, et surtout cette confiance sans quoi rien ne peut se produire. Je le vois encore, déjà malade et presque aveugle, corriger à longueur de journée les textes que Dia lui lisait patiemment, et j'ai dû me résoudre à la fin, pensant ainsi le préserver, à refuser de signer toute demande d'encadrement le concernant. J'avouerai ici un regret, celui au moment de terminer l'inventaire des objets restés dans son bureau afin de les remettre à sa famille, d'avoir vu partir des dizaines de mémoires et de thèses, non seulement du département de philosophie, mais également de nombreux établissements de notre université, CESTI, EBAD, fac de droit, qu'il avait encadré ou à la soutenance desquels il avait siégé, abondamment annotés de sa propre main, et que je pensais à bon droit comme étant un héritage que nous étions les seuls à pouvoir fructifier. Car ces mots, c'est aussi notre famille. Ainsi,
Si aujourd'hui nous avons dans un beau livre les textes pour ces mots, il nous reste à rassembler les textes de ces mots pour ne pas les laisser à la critique rongeuse des souris, selon l'expression de Marx, tâche immense qui ne peut être l'œuvre d'une seule main. Mais je vois que mon ami Dia a pris d'ores et déjà des dispositions. Ces mots est mort à la tâche, comme nombre d'enseignants de nos universités, à qui on a rendu si peu les honneurs. Dans un pays où, suprême paradoxe, on a Dieu et de respect que pour une poignée de déserteurs qui sont allés monnayer leur cerveau dans quelques prestigieuses universités du Nord, après le bois d'ébène, la matière grise d'ébène, lui avait compris, non pas par un sentiment primaire de patriotisme, mais comme une nécessité historique incontournable, que c'est l'éducation de notre jeunesse et son élévation à la lumière du savoir qui seul mérite notre passion. De retour d'une mission Fulbright aux États-Unis, il s'est précipité dans mon bureau pour me montrer une proposition de contrat, disons pudiquement de débauchage, dans laquelle une grande université américaine lui proposait en salaire et avantages mensuels l'équivalent pratiquement d'une année de traitement à Dakar. Mais il n'est jamais parti. Ou alors il est toujours revenu, car comme beaucoup d'entre nous, il ne s'enorgueillissait que d'être de la lignée des forçats, ramant et suant dans des amphis qui ressemblent plutôt à des porcheries, lisant et corrigeant 4 ou 5 000 copies par an, y laissant les uns leur corne, les autres leur raison, la plupart leur vie inéluctablement. Et il m'arrive de me dire, pour ne pas désespérer du sombre avenir qui nous est prédit, que la plupart d'entre nous seront heureusement morts bien avant la retraite, donc encore sur le champ de bataille et en gardant un minimum de dignité, et que ceux qui survivront à ce terme funeste ne coûteront pas grand-chose aux organismes de retraite, car ils toucheront à peine quelques mois de pension avant de reposer enfin leur corps et leur âme disloqués entre 4 planches. Mais qu'importe, ils auront rempli leur mission la plus haute et la plus exaltante qui ait été donnée à l'humanité, éduquer et instruire. C'est pourquoi à sa mort, j'ai imaginé, pour me consoler, cette épitaphe que j'aurais voulu voir inscrite sur sa tombe. Je cite, « Il a été de tous les combats, principalement ceux de l'esprit, qui se gagnent une fois et ne se perdent plus, car il n'y a de force que force de l'esprit. Et à supposer que l'âme ne soit pas immortelle, l'esprit lui-même ne meurt jamais. » Fin de citation. Au demeurant, c'est à cette vie de l'esprit immortel que pensait Hegel dans l'allocution très solennelle de l'ouverture de ses cours à Berlin le 22 octobre 1818, s'adressant à la jeunesse allemande. Il faut trouver le texte. Je cite ce texte, très connu, donc de Hegel s'adressant à la jeunesse allemande dans ce cours inaugural de 1818. C'est à cette aurore d'un esprit mieux trempé, que je salue, que j'invoque. C'est à lui seul que j'ai affaire lorsque j'affirme que la philosophie doit avoir un contenu consistant et lorsque je vais développer ce contenu consistant devant vous. Mais d'une façon générale, j'en appelle ici à l'esprit de la jeunesse, car elle est le beau moment de la vie qui n'est pas encore prise dans le système des buts bornés de la nécessité et qui est pour elle-même capable de la liberté d'une occupation scientifique désintéressée.
De même, elle est encore exempte de l'esprit négatif de la vanité, de l'inconsistance d'un effort simplement critique. Un cœur encore sain a encore le courage de désirer la vérité. Et c'est dans le royaume de la vérité que la philosophie est chez elle. C'est lui qu'elle bâtit, auquel nous devenons participants par son étude. Ce qui dans la vie est vrai, grand et divin, l'est par l'idée. Le but de la philosophie est de la saisir dans sa figure et son universalité vraie. La nature est assujettie à réaliser la raison seulement par nécessité, mais le royaume de l'esprit est le royaume de la liberté. Tout ce qui donne de la cohérence à la vie humaine, tout ce qui a valeur et validité, est de nature spirituelle. Et ce royaume de l'esprit existe seulement par la conscience de la vérité et du droit, par la saisie des idées. Fin de citation. Les héros, je le répète, ce ne sont pas ceux qui ont déserté les rangs et fui le combat. Ce sont encore aujourd'hui, ils sont nombreux dans cette assistance, les enfants et les petits-enfants de Sémou, garçons et filles de toute origine et de toute condition, formés au prix d'une vie, et qui à leur tour repartent armés juste de quelques bouquins incertains, rebâtir ce royaume de l'esprit. À Fongolembi, Dunga Wuro Alpha, Mochodof, toute contrée bien loin de notre confort et de nos certitudes dakarois, et que nombre d'entre nous ne peuvent même pas situer sur une carte du Sénégal. Et je me souviens, un de ses amis me le rappelait l'autre jour. À une époque où on n'orientait pas encore les bacheliers sur une simple plateforme informatique, en avoir admis au département de philosophie un dont le dossier a priori n'était pas bon, mais qui m'a opposé un argument qui m'a laissé totalement désarmé. Il m'a dit: je ne suis pas seulement le premier bachelier de toute ma famille et de toute ma lignée, mais je suis aussi le premier de toute ma contrée. J'ai pensé alors que même s'il devait cartoucher, comme on dit, il aura au moins servi de modèle à quelques garçons qui rêvent d'autre chose que de conduire éternellement les maigres troupeaux de leur père sur des pâturages arides, ou à une fille qui pense qu'elle peut avoir meilleur destin que d'adoucir à 13 ans la couche d'un patriarche de 73 ans. Pour finir, et dire ou redire encore ces mots en un ou deux mots, j'emprunterai la belle formule de William McBride, président de la Fédération internationale des sociétés de philosophie, dans un très beau texte qui figure dans le recueil. Sémou Pathé Gueye, homme du monde, philosophe du monde. Et le texte très poétique de Sémou, extrait d'un article écrit en anglais. My English is not very fun. Dans un article écrit en anglais, de l'exclusion à la communication, plaidoyer pour la tolérance politique, et qu'il traduit ainsi, je cite, page 72-11, pour ceux qui ont le texte. Texte donc de Sémou, que traduit McBride. Il reste toutefois possible, et il n'y a guère d'autre option, de parier sur l'humanité. Non pas sur le loup que l'homme a tendance à être pour les autres, citant évidemment le texte de Hobbes, Homo homini lupus, mais sur l'ange qui dort en nous-mêmes, autrement dit sur la possibilité qui nous est donnée de réveiller notre raison afin que le sentiment de la paix et de l'amour puisse rayonner et dominer les ombres profondes de la haine et de la violence. Cela reste encore possible, c'est ce mot qui est écrit. Mais nous devons le vouloir intensément et travailler obstinément à cette fin. Dans un certain sens, c'est universel.
ce qui constitue l'humain dans chacun de nous et nous permet de nous accepter mutuellement en tant qu'êtres humains, peut s'insinuer à travers le dynamisme contradictoire et encore indécis du monde. L'humanité universelle qui intègre nos idées et nos valeurs et mêle nos cultures est capable progressivement de libérer l'histoire des nombreux éléments qui engendrent l'incompréhension, d'ouvrir l'identité à la différence et de nous apprendre peu à peu à voir l'appartenance comme quelque chose d'autre qu'être refermé sur soi-même. Fin de citation. Voilà donc l'humanisme critique et positif de Sémou. Voilà aussi toute son humanité créatrice et inventive. Et McBride de conclure par cette note d'espérance que nous partageons tous. Je cite page 72, dernier paragraphe. Finalement, le mot qui est pour moi le plus émouvant dans ce texte, c'est ange. Il parle de l'ange qui dort en nous-mêmes. Eh bien, c'est Sémou Pategui lui-même qui siège maintenant parmi les anges. Il nous a laissé en héritage le devoir de réveiller nos propres anges et de les mettre au service de la paix et d'un meilleur avenir. Fin de citation. Après avoir consacré à Sémou, bien entendu, les prières consacrées, je confie son âme à Roxane et au Dieu des philosophes. Je vous remercie. C'est très bien dit. Magnifique présentation qui résume pas mal de choses, mais en réalité, les quatre présentateurs ont essayé chacun de dire leur rapport à Sémou. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a des dizaines d'autres personnes qui seraient capables d'en faire autant. Sémou nous a rappelé l'importance de la collaboration au sein du département de philosophie entre enseignants, le rôle éminent joué par Sémou dans la formation des étudiants, dans la recherche, la publication, la carrière, et un thème récurrent, la mort. C'est pas surprenant puisque nous évoquons la mémoire d'un disparu. Et je dois dire d'ailleurs que c'est justement après sa disparition et pour avoir participé avec lui au jury de mémoire de DEA, après sa disparition, j'ai été amené à reprendre ou à poursuivre le travail d'encadrement qu'il avait déjà commencé avec notre étudiant pour sa soutenance. La mort, thème philosophique éminent, mais aussi, vous savez, nous, avant la mort, on parle beaucoup du départ à la retraite des enseignants. Période difficile. La première question qu'on se pose, c'est le bulletin de salaire qui est si chargé d'indemnité, qu'est-ce qui va en rester? Monsieur le recteur, n'est-ce pas? Là, si vous ne le savez pas, regardez la première ligne, c'est tout ce qui vous restera. Moi, je l'ai regardé avant de partir. Mais il y a une vie après la retraite. Il y a une vie et il faut véritablement se préparer à cela. C'est possible. Ce que nous faisons, entre autres, permet d'entretenir et l'esprit et le corps. Et il faut que nous puissions cela cet après-midi si vous nous en donné l'occasion. Merci beaucoup. Alors, il y a habituellement des interventions après des présentations. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons consacrer, monsieur le directeur. Peut-être une vingtaine. Je vous salue chacun à son nom, la famille de Sémou, ici, et aussi tous ceux qui sont présents. Monsieur Dia, je vous invite, je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie. Vous savez, quand on a occupé certaines fonctions, il faut être invité pour venir.
faute de quoi vous venez, les gens ne savent pas où vous êtes, vous mettre. Et donc j'attends toujours les invitations, mais je suis très très content d'avoir reçu votre coup de fil, mais surtout d'avoir acheté ce livre que je vais lire et j'espère y retrouver quelques éléments qui vont m'aider à traiter un chapitre d'un ouvrage que je suis en train d'écrire sur les valeurs. Comment les universités peuvent transmettre les valeurs et aider à fortifier leur société. Je vous remercie. J'ai pris la parole pour dire aux uns et aux autres que j'étais l'élève de Sémou Pathé en terminale au lycée Blaise Diagne. Scientifique, Sémou nous a marqué par son érudition. Nous tous, nous rappelons, comme si c'était aujourd'hui, son cours sur le travail. Si nous avons travaillé dur pour être ce que nous sommes, nous devons beaucoup à Sémou, à son cours sur le travail, qui nous démontrait très clairement que notre position dans la société n'était fonction que de notre capacité de travailler, à travailler et à mériter cette position-là. Il me semble que nous devons lui rendre un hommage mérité. En tout cas, moi je le remercie, mais avoir été l'élève de Sémou, avoir été son collègue, et après être recteur dans l'université où il exerçait, nous avons eu des relations vraiment profondes et d'un respect mutuel parce que je lui devais beaucoup, mais lui aussi, il était très fier de ce que nous étions devenus. Je voudrais, pour terminer, porter témoignage sur la compréhension académique de Sémou Pathé. C'est vrai, nous étions des syndicats différents. Alors le Sud-Est était venu me voir avec Sémou Pathé en se disant certainement que je ne vais rien lui refuser, mais les collègues camarades de la FASTEF ne pouvaient pas être intégrés tous dans le cadre académique sans les parchemins de l'université. Quand j'ai explicité ma position, Sémou a pris soin de ne pas prendre la parole. Et quand on est sorti, il m'a dit, monsieur le recteur, je crois que vous êtes sur la bonne position. Maintenez cette position. L'université, on y entre par mérite, mais aussi, on doit mériter ce qu'on est en formant des disciples qui vont terminer le travail. Je vous remercie. Grâce à Dieu. Et ensuite aussi, vous féliciter très sincèrement et très profondément par rapport à cette initiative forte. Je crois que Sémou dormira bien là où il est aujourd'hui. Et j'en sais quelque chose, moi, à Mokolo Diouf, au regard du fait qu'il nous a trouvés à des moments extrêmement importants dans notre vie, à Sofia en Bulgarie, où il a su quelque part nous encadrer, mais aussi éveiller le sens de la recherche, le sens aussi de la réflexion stratégique qui pouvait aider le Sénégal. Je crois que, en me limitant à cela, tout simplement, ça supposait qu'on a Sémou aussi quelque part avec nous, et il continue à fonctionner en nous dans le cadre des dynamiques qui se développent dans ce pays aujourd'hui. Et je suis fier de l'avoir connu, je suis fier de tirer de lui aujourd'hui la puissance que quelque part on pourrait avoir dans le cadre de la mise en œuvre de certains, de prendre en compte de certains soucis de développement économique et social de notre pays, mais aussi d'être acteur du développement de ce pays-là. Je voudrais tout simplement pouvoir vous dire que nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec vous très étroitement pour ce qui est de l'agenda que vous avez défini tout à l'heure. Il s'agit de poursuivre ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je crois que là-bas se trouve le salut de tout ce qui pourrait, à la place de Sémou aujourd'hui, porter les destinées du Sénégal. On est avec vous, on est tout à fait ouvert à cet agenda, on est prêt à discuter avec vous pour ce qui pourrait effectivement aider à ce que la mémoire de Sémou soit encore beaucoup plus allongée dans les esprits des gens. Je vous remercie. Prendre la parole ici, en relevant
le fait qu'au fond, c'est vous, ces pères, qui pouviez parler de la manière dont vous l'avez fait, et que vous l'ayez fait, nous autorise, nous, à dire deux choses. Le Sémou que Marie a connu alors qu'ils étaient lycéens est resté avec vous dit, tous ensemble, constant. Donc, cet homme-là a su donner un sens à sa vie. Et cette vie, il l'a mise, si j'ai bien entendu les leçons que vous avez données, messieurs les professeurs, cette vie, il l'a mise au service de l'humain. C'est moi a été humile et utile à ses prochains. Et il fut constant dans cette veine, et le sillon qu'il a tracé, en dépit des tumultes du moment, ce sillon-là est profond. Eh bien, nous sommes nombreux dans cet espace et au-delà à nous reconnaître dans le sillon qu'il a tracé et à essayer, en dépit de la complexité des temps, de garder le cap. Voilà pourquoi, effectivement, c'est vous qui êtes parti sans partir. Je voudrais, au nom de tous les miens, vous rendre hommage pour ce que vous avez fait, car encore une fois, vous aviez l'autorité de le faire, messieurs les professeurs, et pour l'avoir fait, vous rendez un juste hommage à l'un des vôtres. Merci. Moi, je suis de la côte de Tchang, mais on s'est connu à plusieurs reprises. Ce que je dis, c'est la quota de l'homme. Si nous, comme des femmes, sont des hommes, quota. Donc, c'est une grande valeur. Deuxièmement, à la retraite, on a à peine le tiers de ce qu'on a en activité. Mais le fait que nous soyons aujourd'hui ici pour parler de ces Timbou, mais c'est un grand avoir. Donc, l'avoir financier et matériel est secondaire. C'est vrai que beaucoup de nos collègues meurent avant la retraite. Mais ceux qui sont en vie, même s'ils sont diminués, il faut qu'ils continuent à montrer qu'ils sont là. C'est pour vous dire, si nous avons exprimé les délais de guerre, le fait à côté du Sud, des Sudètes, c'est lié à des conditions objectives. Mais je pense que nous n'avons plus de points de convergence que de points de divergence. Il faut que nous sachions que la société ne pourra jamais nous recommander. Je dis aux gens, que ce chef d'État, il y a deux voies. Ou on fait coup d'État, donc on s'en des diplômes, ou on élit le cadet qui a été agréé, il a été étudiant. Donc ça veut dire que l'universitaire, l'inspecteur militaire, doit être conscient de son sort et de passer la bandée. Il dit qu'il faut avoir le mental fort. Moi, je suis en retraite depuis 2013. J'ai été au Burkina, je suis tombé dans les WC. Moi, j'ai eu une bonne entraîneur voltaïque. J'ai étudié à Dakar en 69. Je suis revenu en 77. J'ai travaillé pendant 30 ans en Guinée. Il dit, il faut que nos amis se trompent. Ils ne seront jamais milliardaires. C'est vrai. Mais il faut qu'ils sachent que ce qu'ils aiment, c'est plus que des milliards. Je vous remercie. En fait, nous sommes aussi de cette famille pour notre génération. Les choses très belles, ont été dites. Mais n'oublions pas que Sémou a lancé des défis. Et aussi que la société d'aujourd'hui nous lance des défis qui nous lèvent. La première des choses dont je voudrais juste évoquer l'enjeu, c'est que Sémou a mené sa vie politique aussi richement, mais aussi en notre compagnie. Et nous avons un monde où des problèmes sont posés. D'abord, nous avons eu des options idéologiques. En avons-nous changé? Il nous dit socialisme, la lutte continue. Socialisme,
pas que ça continue, les rêves. Il a dit, qu'est-ce que nous en faisons quand on nous dit les jeunes manquent de repères? Le socialisme, c'était aussi le repère de tous ceux qui voulaient le changement par rapport à une société d'exploitation aussi loin qu'on remonte, y compris à cet esclavagisme qui servira plus tard à des hommes très ferrés bourgeois de bien pénétrer la lutte de classe et de la lutte. Je crois bien qu'il nous lance un défi de ce point de vue de répondre à ces questions, pas seulement par des plaintes. Et j'essaye de lire, je n'arrive pas à le faire depuis quelques semaines, d'un texte paru dans Le Monde diplomatique. Réflexion sur le progrès. Est-ce que nous défendons le progrès? Oui, pour peut-être sortir ce qui ressort très très fortement des théories sur la complexité, etc. Mais le progrès, dont l'auteur de cet article l'appelle un si long silence, évidemment pour les progressistes que nous faisons. Mais, dit que, est-ce que ça a maintenant cette signification d'avancement que l'on en tirait à nous de répondre. Merci. Enseignement. Et ce que Ousseynou Kane a dit m'a tellement impressionné et ému. Et ce n'est pas la première fois, le discours de Ousseynou Kane vous fait toujours quelque chose. Mais quand je regarde le grand Maguette Diack, quand je repense à Sémou, et Ousseynou ne me démentira pas, parce qu'à la fin de l'année universitaire en juillet, à partir de ce moment, vous voyez encore Sémou qui garait son véhicule et il le faisait en même temps que son chef de département. Et moi qui avais le plus gros département avec 6 000 étudiants ou 3 000 étudiants à l'époque, j'étais toujours le compagnon de Ousseynou Kane. Et au fur et à mesure que vous parlez, j'étais tenté de dire les Anango de Sémou Pathé. Vous l'avez connu avec autre chose que ces Anango-là. Il avait plus que ça, évidemment. Mais quelle est la tenue privilégiée de Sémou? C'est bien ça. Et je voudrais insister sur ce que à nouveau Ousseynou Kane a dit. Tous ses collègues. Je le dis parce que je me sens comme un traître. C'est-à-dire, non, je vous explique. Au-delà du fait d'aller enseigner à l'université et de me faire payer, je fais autre chose. Et le recteur de Sénat aussi. Oui, mais attendez. On est d'accord. Non. T'es d'accord? Oui, d'accord. Mais vous le savez. Ça vous faut le bon comme l'autre. C'est un pont. Oui, mais je termine. Ça vous le faut comme l'autre. Donc je me sors du lot. Mais je veux insister. Véritablement, c'est cette capacité de se donner totalement pour la cause de l'enseignement, pour les étudiants. Imaginez-vous corriger 1000 copies en une séance d'examen. Continuez à faire les examens parce que vous ne voulez pas que les étudiants retournent dans leur village sans avoir leur note. Vous portez volontaire pour faire des enseignements supplémentaires. Rappelez-vous Oumar Sangaré, non pas à cause de l'argent, mais parce que vous croyez vraiment à ce que vous faites. Mais c'est ça Maguette Diack, c'est ça Sémou Pathé Gueye, c'est ça mon grand Abdoulaye Elimane Kane. Il a été ministre, mais on ne le voit plus. Ce passage au ministère, ça ne veut rien dire dans sa vie, c'est l'enseignant. Tous ces gens qui sont donnés, et c'est un dernier chef de département. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il a donné au département de philosophie, au risque vraiment de pratiquement détruire sa propre carrière. C'est ça les universitaires, j'imagine aussi, c'est ça les professeurs de lycée, et c'est ça les instituteurs. Donc selon cette école-là, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette école-là, on n'a pas le droit de la saborder. Je m'excuse, d'habitude je ne parle pas, mais je crois qu'au-delà des péripéties de nos situations respectives, c'est vrai que quand on regarde l'université
sénégalaise, Cheikh Anta Diop en particulier, nous avons beaucoup de drames. Beaucoup de drames. Nous avons des collègues qui vont à la retraite sans un toit au-dessus de la tête. C'est arrivé souvent. Nous avons des collègues qui vont à la retraite et qui ont des enfants à bas âge. Et le salaire est coupé par Et le salaire est coupé. Disons que c'est même pas le tiers du salaire qu'on perçoit quand on va à la retraite. Mais je crois que cela s'inscrit également dans le droit fil de ce que toujours Sémou a toujours, ce pourquoi Sémou s'est toujours battu. Si nous voulons que notre école soit une école réellement nationale, démocratique, comme on disait à l'époque des États généraux et populaires, il faut qu'on sache bien que le mouvement syndical a eu son rôle à jouer là-dedans pour la défense des intérêts matériels des enseignants, mais aussi pour une école de soit mis dans les conditions idéales, parce qu'on croit, et je l'ai dit dans mon propos, aux vertus de la connaissance, de l'acquisition des connaissances et des savoirs, et surtout, on croit à l'école. Je crois que ça, c'est aussi une leçon de Sémou. Je vous remercie. Les interventions, c'est sûr que beaucoup d'autres personnes ont pris la parole, et on n'a jamais fini de parler de Sémou. Il y a encore des thèmes et des zones qui ont pu être explorées. D'autres occasions se présentent au suivant. C'est le moment de la cérémonie de dédicace à Omar Dia et à Magui Kassé et à Ousseinou Kane qui a été chef de département de signer ces dédicaces, ce qu'il voulait. Merci beaucoup.